Alors, bonjour. On m'a demandé de mettre en contexte la production laitière biologique. Je vais donc le faire rapidement pour vous laisser la chance d'entendre plus longuement les producteurs qui vont me suivre, parce que leur exemple est plus concret et appliqué. L'agriculture biologique est basée sur des pratiques agricoles qui visent à conserver l'équilibre et la qualité des écosystèmes naturels. Les méthodes de production utilisées dans les entreprises laitières biologiques sont des plus modernes et permettent de maintenir et d'améliorer la fertilité du sol, la qualité de l'eau et la qualité de vie des animaux. Pour y arriver, les producteurs doivent respecter des pratiques agro-environnementales de rotation des cultures, de gestion des eaux et de recyclage des résidus végétaux, de même que des normes de bien-être animal. Ces pratiques vont généralement au-delà des pratiques reconnues. Ainsi, le secteur biologique est devenu au fil des ans une source d'innovation importante pour l'ensemble des entreprises du secteur laitier. Depuis 2012, la croissance moyenne de la production laitière biologique canadienne a été d'environ 2 millions de litres de lait par année. La situation au Québec est la suivante. Il y a 111 fermes certifiées biologiques, soit 2 % des fermes laitières québécoises. Puis le Québec est le premier producteur de lait bio au Canada, avec 40 % des volumes produits. Puis il y a plus de 43 millions d'hectolitres produits entre 2015 et 2016, soit 1,4 % de la production de lait du Québec. OK. Pour une entreprise sous régie conventionnelle, ça prendra entre 3 et 4 ans pour être certifié bio. Les producteurs devront, entre autres, produire 3 ans au champ sans produits de synthèse et dans la dernière année, alimenter le troupeau avec des aliments certifiés biologiques. Pour connaître toutes les particularités de la certification biologique, je vous invite à suivre le lien qui apparaît sur la diapositive puis qui est aussi dans votre cahier de conférence, parce que c'est un peu long à prendre en note. Il y a une norme récemment ajoutée qui amène des changements majeurs sur les fermes certifiées ou en devenir. C'est la norme sur le logement des bovins laitiers. En effet, cette norme, qui doit être respectée d'ici novembre 2020, demande aux producteurs de mettre en liberté toute l'année les sujets de remplacement et les vacheteries et de donner de l'exercice aux vaches laitières au moins 2 fois par semaine, au minimum, si elles sont en stabulation entravée. Cette nouvelle norme exige de tous les producteurs certifiés à user d'ingéniosité pour arriver à la rencontrer et ou à investir massivement pour conserver leur certification. Nous verrons plus tard ce qui va être fait à la ferme Henri-Lin à ce sujet. Autre diapo, merci. Des incitatifs pour augmenter la production au Québec. Il y a déjà en place des incitatifs pour ceux qui sont intéressés à la production laitière biologique. Pour les nouveaux intéressés, c'est sûr que la présence des anciens, c'est assurément un atout. Plusieurs ressources sont maintenant en place pour encadrer les producteurs, soit les clubs d'encadrement technique, Valacta, et les vétérinaires sont aujourd'hui mieux formés et informés à ce sujet-là. De plus, en février 2016, la dernière convention de mise en marché a fait passer la prime de lait biologique à 30 $ pour les classes 1 et 2 et à 19 $ pour les classes 3 et 4. En 2016, les PLQ ont offert aux entreprises laitières bio l'équivalent de 51 journées de production supplémentaire. Ensuite, il y a aussi les réseaux agri-conseils qui subventionnent jusqu'à 85 % les services offerts aux producteurs certifiés bio. Il y a des appuis du MAPAC qui se définissent par différentes subventions pour la transition vers le biologique et aussi pour la mise aux normes d'exercice des bovins pour les producteurs qui sont déjà certifiés. Puis finalement, il y a aussi la financière agricole qui a adapté certaines productions avec l'assurance récolte sous régie biologique. Donc, en conclusion, le mode de production biologique s'inscrit dans plusieurs des valeurs véhiculées par les consommateurs d'aujourd'hui. La demande pour les produits laitiers biologiques ne peut que continuer à croître. Le fait que la presque totalité du volume de lait biologique produit au Québec et transformé au Québec est considéré comme un signe de vitalité pour l'industrie et un atout dans le développement. Par ailleurs, l'intérêt marqué par les nouveaux distributeurs pour le créneau des produits laitiers biologiques génère plusieurs projets visant le développement des nouveaux marchés. Le secteur biologique a donc besoin de nouveaux producteurs pour combler le marché. Et si vous voulez vous convaincre de faire partie de l'aventure, je vous invite à écouter Éric Eden.
Bonjour, on est nerveux un peu, mais ça devrait bien aller. Bonjour, je m'appelle Éric et Danny Poulain de la ferme Henri-Lin. On est producteurs biologiques à Saint-Édouard-de-Lotbinière, puis on est venu vous parler aujourd'hui des avantages du bio chez nous. La ferme est située à Saint-Édouard-de-Lotbinière, dans la région de Chaudière-Appalaches, à mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières. Nous possédons 265 hectares de terre. Ça compte les terres en location ainsi que les terres qui sont pour la terre à bois. Nous avons un quota de 94 kg au jour que nous produisons avec 110 vaches laitières et 45 sujets de remplacement. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs journées additionnelles qui sont allouées pour la production biologique, mais ça, c'est les journées que je ne produis pas parce qu'on achète du quota continuellement là, depuis plusieurs années dans le but de la réalisation de notre projet là, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Une des particularités de notre étable, c'est que nous utilisons au maximum les pâturages. De la mi-mai à la mi-octobre, ça inclut tous les animaux, excepté les veaux qui sont au lait. Une deuxième particularité, c'est l'âge moyen du troupeau. L'âge moyen du troupeau, c'est 5,1 ans. 5,1 ans, c'est 61 % de nos vaches qui sont de troisième lactation et plus, comparativement à 47 % dans la moyenne des producteurs bio et 40 % pour la moyenne des producteurs conventionnels. Une troisième particularité, c'est que nous faisons partie d'une coopérative d'utilisation de machinerie agricole pour la majeure partie des outils, excepté les tracteurs. Bon, je vais vous parler de la petite histoire de la ferme. Dans le fond, en 1986, il y a l'achat de la ferme par Richard, la 5e génération. Ensuite, en 89, mon père André s'associe avec Richard. En 1990, il y a des cours, ils ont commencé à suivre des cours bio 1 à 2 journées par semaine sur 4 ans. Puis en 1994, il y a formation de la compagnie. Puis en 1996, les champs étaient tous certifiés biologiques. OK. Ensuite, en 2006, j'arrive sur la ferme. On fait une rénovation de l'étable pour traire plus de vaches. On achète 20 kilos de quota pour m'associer en 2008. Danny arrive sur l'entreprise en 2011 pour s'associer en 2013. En 2013, il y a l'achat de notre père, les parts de l'achat de notre père. Puis en 2015, on achète les parts de notre oncle Richard. Pour qu'aujourd'hui, on soit actionnaire à 50-50. On a suivi notre cours les deux, un DEP en production laitière à Saint-Ancienne. Un des succès là, pour la réussite de notre transfert, ça a été la planification. La planification, ça a débuté, ça fait à peu près 7-8 ans. Puis ça, ça ne s'est pas fait tout seul. On a eu recours à plusieurs professionnels, comme par exemple, il y a eu Brigitte Paré du CREA. Elle a aidé à la discussion puis aux bonnes ententes envers les différents partis. Il y a eu Miko Bourgault du groupe Conseil agricole Lotbinière-Nord. Elle, c'était pour nos budgets à court et long terme. Il y a Marc-Ange Doyon du bureau SCF Chaudière-Appalaches pour le côté fiscalité. Et Linda Martineau du CFE de Lévis pour le côté du financement. En plus d'avoir des nouveaux défis en tant que propriétaire, il ne faut pas négliger la vie familiale. Comme vous pouvez voir à gauche, c'est ma conjointe Sabrina, ma petite fille de 2 ans et demi, Zoé, puis une petite Mégane qui vient d'arriver, ça fait 2 semaines. Sur l'autre photo, c'est ma petite famille, il y a ma conjointe Julie, la plus petite au milieu, Justine, qui va avoir 2 ans, la plus vieille qui vient d'avoir 3 ans, et nous attendons une 3e petite fille pour le début décembre. Ça va être ferme Henri-Lin et filles. L'hiver, c'est sûr qu'on essaie. On a tout le temps une fin de semaine sur 2 de congé. Ça, c'est très important pour nous. Puis, on a une semaine de vacances dans le temps des fêtes aussi. L'été, on essaye d'avoir une journée par fin de semaine, ce qui n'est pas tout le temps possible. Puis, une semaine de vacances dans l'été aussi. Puis, on a 2 petits gars qui viennent nous aider à faire le train les fins de semaine. Comme vous l'avez vu, on est 4 travailleurs là, à temps plein à l'étape. Donc, pour faciliter l'efficacité de l'entreprise, chacun de nous, on est responsable d'un secteur d'activité. Éric qui est responsable de la régie puis des travaux des cultures dans les champs. Moi, je suis responsable de la régie puis la santé du troupeau.
Richard est responsable, lui, de la comptabilité et de l'administration. Puis notre père, lui, c'est l'entretien de la machinerie ainsi que la cabane à sucre au printemps. Mais ça, il ne faut pas oublier, là, durant l'année, tous et chacun, on aide au champ et à l'étable là, pour les tâches qu'on a besoin du monde. Bon, sur 265 hectares, on a 40 hectares en pâturage, 85 en foin, 50 en grains mélangés, 20 en maïs, 45 en soya, 25 en bois, dont 9 avec un érablière de 2000 entailles à chaudière. On loue 27 hectares en location, puis les terres sont entièrement drainées, sauf les pâturages, puis les terres en location. Les récoltes servent à l'alimentation du troupeau, sauf le soya qui est vendu pour consommation humaine. Les seuls aliments achetés sont le tourteau de soya puis les minérales. Notre rotation, c'est 4 ans de foin, 1 an en maïs, 1 à 2 ans en grains mélangés, 1 à 2 ans en soya, 1 an en grains mélangés pour revenir en foin ensuite. Pour le grain mélangé, il y a du fumier solide qui est étendu à l'automne, puis aucun cerclage est effectué. Pour le maïs, il y a du fumier de poulet qui est étendu à l'automne, puis qui vient de l'extérieur, puis du lisier de porc qui vient de l'extérieur aussi, étendu en poste levé. Pour le soya, lui, il est semé majoritairement aux 7 pouces, puis quelques champs aux 30 pouces. On récolte 3 coupes de foin sur 3/4 des champs. Puis du lisier de vache était pendu après la première et la deuxième coupe. Le printemps, il y a 2 à 3 passages de cultivateur lourd qui est effectué avant le semis pour le contrôle des mauvaises herbes. Très important. Puis ensuite, après le semis, il y a 1 à 2 passages de cerclage qui est effectué au besoin. Puis depuis quelques années, on essaye de diminuer l'utilisation de la charrue en utilisant un chisel puis un Limken. Pour sortir moins de pierres. Nous avons en moyenne 95 vaches en lactation avec une moyenne de 8 250 kg de lait par vache par année, 4,04 de gras, 3,25 de protéines, un petit taux de réforme de 19 ça, c'est un choix personnel parce que l'élevage des tares, on en a un petit peu parlé tantôt, c'est une partie de l'élevage qui est assez coûteuse. Donc, en élevant le strict minimum, ça nous amène à avoir notre moyenne d'âge que j'ai mentionné tantôt à 5,1 ans. Le troupeau est alimenté avec une RTM de base. La RTM est composée de foin sec, d'ensilage de foin de qualité en 18-20 de protéines et de l'ensilage de maïs. Pour nos vaches en début de lactation, un top dress est distribué par un distributeur à concentré individuel de maïs grain sec et de tourteau de soya. Pour les soins de santé des animaux, les principaux produits qui sont utilisés, ce sont l'homéopathie et les huiles essentielles, mais on a recours aux antibiotiques là, si c'est vraiment nécessaire, parce que les antibiotiques, ça nous apporte à avoir un retrait de lait de 30 jours, puis la viande, pour elle, elle ne sera jamais biologique. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'utiliser le moins possible. Pour le côté reproduction, les vaches sont saillies pratiquement à 100% artificiellement, sauf que les tares sont saillies naturellement avec un taureau d'étable. Bon, on va parler un peu des A. Pourquoi le bio? Pourquoi le bio? L'élimination des engrais et des pesticides pour une meilleure santé du sol, d'après moi. Une gestion de troupeau de manière préventive et le bien-être animal est très important pour nous. Ça nous amène à avoir une augmentation de la rentabilité, un bon prix pour la vente des grains. Puis, dans le lait, tu as la prime bio, puis les journées additionnelles. Mais c'est plus de travail et plus d'observation. Ça, c'est ça. C'est ça. Un petit tableau là, qui représente un petit peu les chiffres comparativement au groupe de tête conventionnel là, du groupe Québec-Beauce. Comme on voit, notre production de matière grasse est un petit peu inférieure au groupe de tête. L'âge au premier vêlage, qui est quand même comparatif.
L'âge du troupeau qu'on a parlé, qui est supérieur là, au groupe de têtes conventionnelles Québec-Beauce. Un intervalle de baillage qui est sensiblement pareil, étant donné qu'il n'y a aucune utilisation d'hormones. Puis le prix qu'on reçoit, bien, la différence se crée par la prime bio que nous recevons, ce qui nous donne une marge par vache de 4 193. Oui, on va parler un peu des rendements dans le champ. Le rendement de soya, ça fait 2 ans, on sort à peu près 3 tonnes à l'hectare. Le rendement maïs en silage est moindre. On essaye de travailler là-dessus. Le rendement en foin est comparable, même supérieur, pour un bénéfice de culture de 588, comparativement au groupe de tête à 299. Puis ça, bien, ça nous amène sur un rendement collectif de la ferme à 6,1 %. On va parler des bons coups sur la ferme. Ben, un des bons coups, c'est l'Acuma, dont mon père est président, qui nous amène à avoir des plus grosses machineries pour avoir des chantiers très efficaces. Tout récemment, on a acheté une batteuse avec 6 producteurs bio, ce qui a comme avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de nettoyer la batteuse entre chaque producteur qui enlève l'ouvrage. Puis d'autres exemples, on a accès, par exemple, à 4 cercleurs, 3 épandeurs à fumier solide, 2 tanks à purin, 3 cultivateurs lourds, ainsi que la machinerie en silage avec un autre producteur. Un autre bon coup à la ferme, ben, c'est les animaux à l'extérieur. Comme j'en ai parlé tantôt, là, la totalité des animaux sont à l'extérieur. Ça sort au sevrage. Ça, le fait de sortir les génisses au sevrage, ben, ça les apprend à tout jeune âge à manger du pâturage puis à être élevés en groupe. Puis à partir de là, ben, il y a une hiérarchie qui se crée là, entre les animaux là, en très jeune âge, ce qui profite là, au troupeau pour plus tard, lorsqu'ils sont en lactation. Là, ils sont habitués de manger du pâturage. Un autre bon coup, ben, depuis quelques années, on fait venir du fumier de poulet pour les terres très éloignées. On a des terres à 10 km à peu près. Fait que transporter le lisier ou le fumier là-bas, ça l'emportait des trop gros coups. Fait que ça, c'est un très bon coup. Puis on a un groupe de producteurs bio de Lobinière qui s'est associé pour la vente de soya à consommation humaine. Fait que ça nous permet d'avoir des meilleurs prix. Puis le mauvais coup qu'il ne faut pas faire, c'est de semer le soya trop tôt, ce qui apporte des mauvaises herbes terribles. On l'a su, fait que à cette heure, on le sait, on prend notre temps. Les autres, ils sèment, mais nous autres, on attend 1 à 2 semaines plus tard, puis il n'y a pas de problème. On est présentement rendu à la réalisation de notre projet. On a fait ça en 3 étapes. Nous, la première étape a été effectuée durant l'été 2015, la construction d'une étape froide sur accumulation qui a été bâtie pour l'élevage des génisses. Une deuxième phase qui est présentement en cours, on rallonge l'étape de 64 pieds par 125 pieds qui va être installée en stabulation libre pour faire la 3e phase au printemps 2017, transformer l'étable existante qui est entravée vers une stabulation libre pour pouvoir y installer 2 robots de traite de Laval. On fait ces changements-là, dans le fond, pour diminuer la charge de travail un petit peu, améliorer la qualité de vie, puis dans le fond, vu que c'est plus dur là, d'avoir de la main-d'œuvre, ben, ça va être plus facile de gérer ça là, à 2. On fait aussi ça pour répondre à la demande grandissante des produits bio, parce que là, présentement, l'étable entravée qu'on a, bien, on peut dire qu'elle est présentement à côté au maximum. Ça fait déjà 2-3 fois là, qu'on rallonge le pain plein, puis là, bien, on est rendu au bout de la grange, fait que c'est pas mal le bout, là, puis on fait la traite de 80 à 95, 96, 97 bâches. Bien, pour conclure, il faut savoir bien s'entourer, ça c'est certain. On fait partie du club de lait bio, du groupe conseil Lobinière Nord, dont je siège sur le CA. Aussi la coop, Valacta et le CETAB pour les champs. Puis si on ajoute la prime de lait bio, le prix des grains élevés et l'efficacité de notre entreprise, on a pu devancer notre projet de quelques années.
parce que c'était prévu pour 2020. Puis, c'est ça, on est très fiers d'être bio, puis la demande de bio est grandissante. Puis, il y a de la place pour de nouveaux producteurs. Merci.